Bonjour. Dans les vidéos précédentes, nous nous sommes intéressés à la radioactivité. Et ce faisant, nous sommes rentrés dans le domaine de la physique nucléaire. Je te rappelle, physique nucléaire, ça veut dire qu'on s'intéresse au noyau des atomes. Eh bien, je te propose de poursuivre dans cette direction en nous intéressant un petit peu à l'énergie nucléaire. Un domaine extrêmement important et d'actualité. Alors pour démarrer, je vais te parler d'une interaction que tu ne connais peut-être pas, c'est l'interaction nucléaire forte. Alors pour comprendre ça, eh bien reprenons un noyau d'un atome quelconque, peu importe. Je ne t'apprends rien en disant cela, le noyau, il est constitué de protons et de neutrons. Alors du coup, si tu réfléchis un tout petit peu, tu t'es peut-être déjà posé la question de savoir comment il se fait que le noyau tient ensemble. Alors pourquoi est-ce qu'on pourrait se poser cette question? Eh bien, tu sais très bien que des charges électriques, comme des protons justement, subissent la force de Coulomb. La force de Coulomb, la force électrique, fait que lorsqu'on a des charges en présence, elles vont se repousser ou s'attirer. Et justement, dans le noyau, on a des protons, donc ils ont une charge positive, ce qui fait que normalement, ces protons devraient subir une force de répulsion. Et donc le fait que le noyau tienne ensemble est un peu particulier parce que normalement il devrait quelque part exploser et ne devrait même jamais s'être constitué. Heureusement pour nous, ce n'est pas le cas. Les atomes tiennent bien ensemble, les noyaux tiennent bien ensemble, ce qui nous permet d'exister quand même, ce n'est pas rien. Alors pour justement expliquer le fait que les atomes n'explosent pas, eh bien il faut introduire une interaction dont tu n'as peut-être jamais entendu parler. Cette interaction, c'est l'interaction nucléaire forte. On parle aussi de force nucléaire forte ou de force forte, pour être un petit peu plus concis. Alors petite parenthèse, en l'état de nos connaissances, actuellement, on sait qu'il existe 4 interactions élémentaires dans l'univers. Ces interactions sont responsables de 4 types de forces. Alors tu en connais déjà au moins 2. Il y a l'interaction gravitationnelle qui donne la force de gravité, le fait que des corps s'attirent en raison de leur masse. Il y a l'interaction électromagnétique qui justement donne naissance à la force électrique ou la force électromagnétique. Et puis au niveau du noyau, il y a l'interaction nucléaire forte et l'interaction nucléaire faible. Alors je ne parlerai pas de cette dernière dans cette vidéo, mais on va s'intéresser ici à l'interaction nucléaire forte. Alors cette interaction nucléaire forte, elle concerne en réalité les protons et les neutrons. Donc elle intervient dans le noyau et c'est une force attractive, donc ce qui veut dire qu'elle va faire en sorte que les neutrons et les protons sont attirés, sont collés ensemble d'une certaine manière. La particularité de cette force, c'est qu'elle a une portée extrêmement faible. Donc ça veut dire qu'il faut que la distance entre les nucléons soit très faible pour qu'elle puisse agir. Donc c'est vraiment, on utilise l'image de la colle, il faut vraiment que les protons et les neutrons soient très très proches les uns des autres pour qu'ils puissent être attirés en raison de la force nucléaire forte. Et ce qui se passe dans le noyau, la raison pour laquelle il y a cohésion du noyau, c'est parce que la force nucléaire forte, que j'ai représentée ici par le symbole FNF, est plus grande que la force électrique. Donc la force électrique, même si elle est présente, elle est plus faible, elle intervient de manière moindre par rapport à la force nucléaire forte, ce qui fait que c'est la force nucléaire forte qui l'emporte et qui permet aux nucléons de tenir ensemble. Alors prenons le temps de représenter justement l'intensité de ces deux forces par rapport à la distance. La force électrique, tu peux voir ici que elle diminue avec la distance, mais elle est toujours présente. Par contre, la force nucléaire forte, tu peux voir qu'elle est extrêmement importante, plus importante que la force électrique au niveau des grandeurs qui sont justement de l'ordre de la taille d'un noyau. Et puis elle diminue drastiquement pour quasiment disparaître très très rapidement. Et donc, ce qui est intéressant sur ce schéma, tu peux voir que la force nucléaire forte, elle intervient à des distances, elle est plus importante pour des distances qui sont de l'ordre de 10 exposant moins 15 mètres. Et bien justement, la taille d'un noyau, elle est de cet ordre de grandeur, de 10 exposant moins 15. Et donc ça permet d'expliquer pourquoi le noyau tient ensemble et pourquoi il a ces dimensions-là, c'est en raison de cette force. Alors, un élément important à noter, c'est que si on augmente le nombre de protons dans le noyau, comme les protons prennent de la place, ça veut dire que la distance entre les protons va également augmenter. Imagine, si je prends 10 protons,
je vais devoir les regrouper, mais ça veut dire que je vais avoir un tas de protons, et les protons qui sont à l'extérieur, d'un côté du paquet, seront très distants des protons qui sont de l'autre côté du paquet, quelque part. Et donc ça veut dire que il y a un moment donné où la distance entre les protons va augmenter aussi, de telle manière à ce que la force électrique l'emporte sur la force nucléaire. Et donc ça permet d'expliquer que je ne peux pas regrouper des protons à l'infini, à un moment donné, les forces électriques vont l'emporter. Ceci étant dit, tu sais que dans le noyau, il y a aussi des neutrons, dont je n'ai pas encore beaucoup parlé. Ces neutrons ne sont pas sujets à la force électrique. Ça signifie que si je viens rajouter des neutrons, ils vont quelque part donner naissance à cette force nucléaire, et donc le fait de rajouter des neutrons dans le noyau va permettre de rajouter un certain nombre de protons. Et donc le fait de rajouter des neutrons va permettre de maintenir une certaine stabilité dans le noyau. Et ça signifie que si je veux augmenter la stabilité du noyau et augmenter le nombre de protons, je vais également devoir augmenter le nombre de neutrons, puisque ces neutrons vont permettre quelque part, au travers de l'interaction nucléaire forte, de venir servir de colle entre les protons qui ont tendance à se repousser. Voilà. Alors, c'est un domaine qui est compliqué, mais j'aimerais juste ici que tu aies l'idée que dans un noyau, il y a quelque part une espèce d'équilibre à trouver entre le nombre de protons et le nombre de neutrons pour faire en sorte que la force nucléaire agisse et reste supérieure quelque part à la force électrique, et donc pour arriver à un état stable du noyau. C'est ça l'idée ici que j'aimerais que tu retiennes. Alors, justement, parlons de cette stabilité des noyaux. Je te propose ici d'étudier un petit schéma dans lequel je vais venir présenter en abscisse le nombre de protons, le nombre de masses, et en ordonnée le nombre de neutrons. Alors je vais également venir tracer ici une ligne qui correspond à la droite où le nombre de protons et le nombre de neutrons est identique dans le noyau. Et je vais venir représenter ici, alors c'est schématique, c'est pas tout à fait rigoureux, mais c'est vraiment pour avoir une allure et que tu puisses un peu visualiser les choses. Je vais venir représenter ici toute une série de noyaux par des points. Et ce qui est assez intéressant à noter, c'est le fait que au départ, pour des noyaux dans lesquels j'ai peu de neutrons et peu de protons, je suis dans un état qui est stable. Les points blancs ici vont représenter des noyaux qui sont stables. Par contre, je me rends compte qu'à un certain moment, il va falloir, pour rester dans un état stable, que j'augmente le nombre de neutrons par rapport au nombre de protons. Donc ça signifie que pour avoir un noyau qui soit stable, je vais devoir augmenter le nombre de neutrons. Donc j'aurai plus de neutrons que de protons. Et donc tu peux voir ici l'allure des points que j'ai dessinés qui s'éloignent petit à petit de la droite où le nombre de neutrons et de protons est identique. On a donc représenté ici des noyaux qui sont stables, mais tu le sais, grâce au cours sur la radioactivité, dans l'univers, il n'y a pas que des noyaux stables, bien au contraire. Et donc je vais venir représenter ici, en rouge, des noyaux qui sont instables. Et donc tu peux voir ici que pour un nombre de masses donné, je peux avoir une série de noyaux différents, donc ça veut dire qu'on est sur des mêmes éléments chimiques, mais on va avoir des isotopes différents, donc avec un nombre de neutrons qui sera différent. Et on peut voir ici toute une série donc, de noyaux en rouge qui seront instables, ce qui veut dire qu'ils seront radioactifs et qu'ils vont quelque part, ces noyaux, chercher à atteindre un niveau de stabilité, et donc ils vont essayer de trouver un état stable, donc ça veut dire d'avoir une proportion entre neutrons et protons idéale et stable. Très bien, alors continuons maintenant notre parcours sur la physique nucléaire en nous intéressant à un élément un peu particulier. Cet élément, c'est le défaut de masse, ce qu'on appelle le défaut de masse. Alors, de quoi est-il question ? Lorsqu'on mesure la masse d'un noyau, donc on prend un noyau et on mesure sa masse, alors évidemment c'est pas quelque chose de facile à faire comme ça, mais on est capable de le faire, et lorsqu'on mesure la masse des composants de manière individuelle, donc imagine que j'ai un noyau d'hélium, je peux mesurer le noyau d'hélium, ou bien je peux mesurer les protons et les neutrons individuellement qu'il y a à l'intérieur, on peut se rendre compte que de manière systématique, donc à tous les coups, la masse du noyau sera inférieure à la masse des nucléons isolés, ce que je vais représenter ici par une petite formule. Donc la masse des noyaux est inférieure à la masse des nucléons. Alors, c'est un peu particulier parce que ça veut dire que si je prends, c'est un petit peu comme si je disais, je prends
des pommes individuelles, je prends 5 pommes et je pèse chacune de ces pommes, voilà, j'obtiens une certaine masse, et puis si je regroupe ces pommes dans un paquet de pommes, eh bien j'aurai quelque chose de plus léger. C'est un petit peu bizarre, c'est tout à fait contre-intuitif. Donc la question qu'on a envie de se poser, c'est pourquoi? Alors là, c'est un moment intéressant et assez fort. La réponse, elle nous est apportée par Einstein, et elle nous est apportée par probablement la formule la plus connue de la physique, hein, c'est E est égal à mc carré. Alors, je ne vais pas t'expliquer comment on arrive à établir cette formule, ça nous emmènerait très très loin, mais par contre, on va regarder ce que cette formule a à nous dire. Et justement, ce que cette formule nous dit, c'est qu'il y a une correspondance entre énergie et masse. Hein, le E ici représente l'énergie, le M représente la masse, et C au carré, alors C, c'est le symbole qu'on utilise très souvent pour la vitesse de la lumière, on parle de la célérité de la lumière, donc C carré, c'est la vitesse de la lumière au carré. Et donc cette formule nous dit qu'il y a un lien entre l'énergie d'un système et sa masse, à une constante près. Alors, je vais reformuler un petit peu les choses. Ce que je vais pouvoir écrire ici, c'est que si je considère un système, n'importe lequel, dans notre cas, le système, ce serait un noyau. Si je considère un système et que j'observe que ce système, à un moment donné, voit sa masse varier, ça veut dire que son énergie varie. Autrement dit, s'il y a une variation d'énergie, il y a une variation de masse. Donc je peux écrire que delta E est égal à delta M fois C carré. Et dans le cas qui nous intéresse ici, on est parti du fait qu'il y avait une différence de masse, donc je peux tout à fait reformuler ça en isolant ici le delta M, en disant que la variation de masse correspond à une variation d'énergie divisée par la vitesse de la lumière au carré. Alors plus particulièrement, hein, dans notre contexte, eh bien, le delta M, c'est en fait la masse du noyau moins la masse des nucléons. Et ce qu'on peut dire, si tu as suivi, c'est que cette différence, ici, masse du noyau moins la masse des nucléons, elle est inférieure à 0, donc elle est négative. Alors, si cette différence de masse est négative, ça veut dire que la variation d'énergie aussi est négative. Et donc pour un système, une énergie négative, une variation d'énergie négative, ça veut dire qu'il y a libération d'énergie. Pour comprendre ce qui se passe ici, il est nécessaire d'introduire une notion que tu connais déjà grâce au cours de chimie. Cette notion, c'est celle d'énergie de liaison. Alors, je vais renoter ici l'expression à laquelle on est arrivé juste avant. Hein, donc la masse du noyau moins la masse des nucléons est égale à une différence d'énergie sur C carré. Comme on l'a dit, cette différence d'énergie est négative, ce qui signifie qu'on a affaire à une réaction exothermique. Réaction exothermique, donc ça veut bien dire que le système qui est constitué par le noyau, eh bien quelque part se débarrasse d'énergie, donc perd de l'énergie par rapport à ses composants individuels. Et donc l'idée ici, c'est que quand on assemble un noyau, eh bien on va libérer de l'énergie. Cette énergie, c'est ce qu'on va appeler l'énergie de liaison, que je vais représenter ici par le symbole EL. Attention, tu l'as bien compris, l'énergie de liaison dont on parle ici est bien une énergie de liaison nucléaire et pas une énergie de liaison chimique. Si on veut bien visualiser les choses, on peut représenter cela sous forme d'un petit diagramme de niveau d'énergie. Donc on va avoir la masse ou l'énergie, il y a équivalence entre les deux, et on peut observer que les nucléons, lorsqu'ils sont seuls, lorsqu'ils ne sont pas assemblés dans un noyau, eh bien, possèdent un niveau d'énergie plus élevé que lorsqu'ils sont dans un noyau. Et donc, il y a entre ces deux situations une différence d'énergie ou une différence de masse, puisque l'équation d'Einstein nous dit qu'il y a équivalence entre masse et énergie. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un nucléon isolé possède plus d'énergie que lorsqu'il est assemblé dans un noyau. Or, dans la nature, un fait important, c'est que les systèmes, en général, peu importe le type de système, ont tendance à favoriser un état d'énergie le plus bas possible. Donc, un système va avoir tendance à minimiser sa quantité d'énergie. Alors, pour comprendre quelle implication ça va avoir, il est important d'introduire une autre idée. Cette idée, c'est celle d'énergie de liaison par nucléon. Alors, l'idée ici est très simple. Ce qu'on a calculé ici, la différence d'énergie, c'est la différence d'énergie pour un noyau, pour l'ensemble des nucléons. Eh bien, ce que je peux faire, c'est venir diviser cette énergie de liaison par l'ensemble des nucléons. Donc, j'ai l'énergie de liaison que je divise par le nombre de nucléons, et ça va me donner l'énergie de liaison par nucléon. Autrement dit, ce que je fais ici, c'est que je calcule l'énergie de liaison pour un nucléon qui serait lié dans un atome particulier.
Alors il faut faire attention, on va voir qu'en réalité, en fonction de l'atome dont on parle, eh bien l'énergie de liaison pour un nucléon sera différente. Et ça veut dire que si je prends par exemple un proton, eh bien ce proton aura une énergie de liaison différente selon qu'il se trouve dans un atome d'hydrogène ou d'uranium. Pour comprendre en quoi cette énergie de liaison par nucléon est intéressante, regardons ce qu'on appelle la courbe d'Aston. Alors sur cette courbe, on va venir représenter les atomes en fonction de leur nombre de masse, donc en fonction du nombre de nucléons, et en fonction de l'énergie de liaison pour chaque nucléon, justement. Alors sur cette courbe, ce qu'on représente, ce sont bien des atomes différents. Donc on va par exemple retrouver de l'uranium, on va retrouver différents atomes d'hydrogène, atomes de fer, etc. Donc on peut venir y représenter tous les atomes existants. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que sur ce schéma, plus on se trouve vers le haut, donc plus un atome a une énergie de liaison par nucléon élevée, plus c'est un atome qui est stable. Alors pourquoi est-ce qu'il est stable? Eh bien parce que ça signifie que pour venir détacher les nucléons de cet atome, il va falloir fournir plus d'énergie. En effet, on peut comprendre ici que la différence d'énergie entre les nucléons seuls et les nucléons assemblés dans un atome, eh bien, sera d'autant plus élevée que l'énergie de liaison est élevée. Et donc, ça veut dire que ce que je peux observer ici au sommet de ma courbe, à l'endroit du fer 56, c'est qu'une énergie de liaison élevée est nécessaire pour venir quelque part détacher les nucléons du noyau. Ce qu'on peut donc par exemple observer sur cette courbe, c'est que l'atome de fer 56, l'isotope de fer 56, est le plus stable qui puisse exister puisqu'on voit qu'il est au maximum de la courbe. Et donc encore une fois, ce que ça signifie, c'est que les nucléons qui vont composer cet atome, eh bien, auront une énergie très basse par rapport à l'énergie qu'ils auraient s'ils n'étaient pas liés dans un atome. Et donc ça, c'est vraiment l'idée importante ici. Ça veut dire que si je veux venir quelque part casser, détacher les nucléons qui composent cet atome, je devrais fournir beaucoup d'énergie. Alors que si je veux venir casser un atome d'hydrogène, je devrais fournir moins d'énergie par nucléon. Avec tout ceci, nous sommes en mesure de comprendre que dans l'univers, il y a deux grands types de réactions nucléaires qui vont être favorisées parce qu'elles permettent aux nucléons d'atteindre un état d'énergie plus stable. Alors la première de ces réactions, c'est celle de fusion nucléaire. Alors dans la fusion nucléaire, ce qu'on va retrouver, ce sont des atomes de petite masse, donc avec un nombre de masse assez faible, qui vont s'assembler d'une certaine manière pour former un atome plus lourd. En ce qui concerne le deuxième type de réaction nucléaire, tu l'auras compris, il est question ici de venir casser des atomes au nombre de masse important, donc des atomes lourds, et ça c'est ce qu'on va appeler la fission nucléaire. Donc dans la fission nucléaire, on va casser un atome pour obtenir deux autres types d'atomes qui forcément auront un nombre de masse plus faible et donc auront un état plus stable. Alors l'idée dans ces deux réactions nucléaires, c'est que puisque les nucléons vont atteindre un niveau de stabilité plus important, ça veut dire que ces nucléons vont devoir, pour opérer ces deux types de réactions nucléaires, se décharger de leur énergie. Ça veut donc dire que au moment où on va casser un atome d'uranium par exemple, les nucléons vont s'assembler différemment pour former deux noyaux et donc il y aura un dégagement d'énergie. De la même manière, lorsque deux atomes d'hydrogène sont fusionnés pour former un atome plus lourd, il y aura aussi un dégagement d'énergie. Histoire d'enfoncer un petit peu le clou, il est intéressant de se poser la question, est-ce qu'on peut fusionner ou fissionner un atome de fer 56 ? Tu peux te rendre compte ici qu'il y a deux possibilités. Si je veux fusionner un atome de fer 56 avec par exemple un autre atome de fer 56, ça veut dire que je vais augmenter le nombre de masses. Et dans ce cas-là, ça signifie que mes nucléons vont se retrouver avec une énergie de liaison par nucléon plus faible, ce qui signifie que d'un point de vue énergétique, ce n'est pas intéressant puisque c'est un état qui sera moins stable qu'avec un atome de fer 56. A l'inverse, si je décide de casser mon atome de fer 56, donc de le fissionner, ça veut dire que je vais obtenir deux atomes plus légers, mais là aussi, je vais me rendre compte que ça signifie une énergie de liaison par nucléon qui sera plus faible et donc une moins grande stabilité, et que
Par ailleurs, ça signifie qu'il n'y aura dans ce cas-là pas de dégagement d'énergie, mais qu'il faudra fournir de l'énergie supplémentaire pour arriver à ce résultat. Alors, intéressons-nous un petit peu plus en détail à ces deux réactions nucléaires qui sont extrêmement importantes. Je vais commencer par regarder ce qui se passe au niveau de la fission nucléaire plus en détail. Alors, la fission nucléaire, tu ne sais peut-être pas, mais c'est ce qu'on fait dans les centrales nucléaires. Donc, c'est une source d'énergie extrêmement importante. Et donc, ce qui se passe dans la fission nucléaire, c'est qu'on va venir, comme on l'a dit, casser un noyau. Alors, on va par exemple ici prendre un noyau sur lequel on va envoyer un neutron. Et donc, comme tu peux le voir, ce qui va se produire, c'est que cet atome très lourd, très, très important, va être cassé en deux atomes plus légers. Et tu vois ici que dans la réaction en particulier, on a la production de 3 neutrons supplémentaires. Alors, ce que je t'ai décrit ici, c'est pas n'importe quelle réaction, c'est une réaction nucléaire qui se produit dans les réacteurs nucléaires, dans lequel on vient fissionner des atomes d'uranium-235. Alors, tu vois, je peux écrire ici une équation nucléaire, comme on l'a déjà fait dans le cadre de la radioactivité, et il faut savoir que dans ces équations nucléaires, les lois de conservation que tu connais déjà sont d'application. Donc ça veut dire qu'on a conservation du nombre de masse et conservation de la charge. Et donc je peux ici voir ce qui se passe au niveau de mes produits. Et donc par exemple ici, en cassant mon noyau d'uranium, j'obtiens du krypton et du baryum, ainsi que 3 neutrons. Alors tu peux mettre la vidéo sur pause et vérifier qu'il y a bien conservation ici des nombres de masse et du nombre de charges. Alors attention, la réaction que j'ai écrite ici, c'est une réaction possible, parce que ce qui se passe quand j'envoie un neutron sur un atome d'uranium, c'est que je peux casser mon atome de plein de manières différentes, et donc je peux obtenir des produits qui sont différents. Donc ici je t'ai noté une possibilité, mais il en existe d'autres. Comme je l'ai dit, en cassant un atome d'uranium, on va obtenir deux atomes avec un nombre de masse plus faible. Cela signifie que les nucléons de ces deux atomes auront un état de stabilité plus important, puisque leur énergie de liaison par nucléon est plus élevée. Et donc ça signifie qu'ils ont dû se débarrasser du surplus d'énergie. Et dans les centrales nucléaires, en fait, c'est cette énergie qu'on vient récupérer. Alors cette énergie, elle est produite sous forme de chaleur. Cette chaleur va être utilisée pour chauffer de l'eau, pour faire de la vapeur, qui va ensuite mettre en rotation des alternateurs qui vont à ce moment-là produire du courant électrique, un petit peu comme ta dynamo peut produire de l'électricité lorsque tu roules à vélo. Voilà, donc évidemment la fission nucléaire est quelque chose de très important, puisqu'elle permet une production d'énergie très très importante. Il faut savoir que par exemple dans une centrale nucléaire, avec 1 gramme d'uranium, on va produire l'équivalent d'énergie produite par environ 2000 litres de mazout. Donc l'énergie produite par fission nucléaire est extrêmement importante. Poursuivons en nous intéressant maintenant au deuxième type de réaction nucléaire que j'ai évoqué, à savoir la fusion nucléaire. Alors il faut savoir que la fusion nucléaire n'est pas encore maîtrisée par l'être humain, et donc actuellement, si tu veux observer une réaction de fusion nucléaire, il va falloir aller dans les étoiles, puisque dans le cœur des étoiles se produisent en permanence un grand nombre de fusions nucléaires. Alors, pour arriver à fusionner deux atomes, en fait c'est assez compliqué, puisque comme on l'a vu précédemment, les atomes, et plus particulièrement les noyaux en réalité, sont chargés positivement. Et donc ça veut dire que si je veux fusionner deux atomes, je vais devoir rapprocher leurs noyaux l'un de l'autre suffisamment pour que la force nucléaire forte puisse intervenir. Et donc ça veut dire que je dois vaincre la force coulombienne, donc la force électrique qui va avoir tendance à repousser les deux noyaux. Il se fait que dans les étoiles, la température est tellement élevée, on parle ici de millions de degrés, la température est tellement élevée que les atomes sont dans une agitation phénoménale, et cette agitation leur permet de se rapprocher suffisamment pour pouvoir fusionner. Alors je vais représenter ici justement de manière symbolique la fusion de deux atomes. Donc j'ai ici un atome de deutérium et un atome de tritium, donc de l'hydrogène, qu'on vient quelque part rapprocher très fortement, et tu vois que j'arrive ici à produire un atome d'hélium, et j'ai également la production d'un neutron. Alors à nouveau, cette réaction, on peut la mettre en équation au travers d'une équation nucléaire. Donc je vais l'écrire ici, et tu vois à nouveau qu'on va respecter les lois de conservation de charge et de nombre de masse.
Alors, je ne peux pas terminer cette vidéo sans m'intéresser un petit peu aux enjeux que représentent la fission nucléaire et la fusion nucléaire. Et en réalité, c'est même la raison pour laquelle j'ai traité de ce sujet dans cette capsule, c'est que je trouvais important que tu aies en tête ces enjeux d'avenir. Alors, je vais commencer par la fission nucléaire. La fission nucléaire, actuellement, on la maîtrise, l'être humain maîtrise la fission nucléaire. C'est ce qu'on utilise dans les centrales nucléaires. Il en existe des centaines dans le monde, et donc ça permet de produire de l'énergie en très grande quantité. Le défaut de la fission nucléaire, c'est qu'elle engendre beaucoup de déchets radioactifs qu'il faut ensuite entreposer de manière la plus sécurisée possible. Le souci, c'est que ces matériaux radioactifs restent radioactifs pendant des centaines, voire des milliers d'années, et que donc ça pose un petit peu le problème de la sécurité pour les générations futures. Première problématique. La deuxième, c'est que le combustible, l'uranium qu'on utilise pour la fission nucléaire, eh bien, il est disponible en quantité limitée sur Terre. Et donc, c'est un petit peu comme pour le pétrole, on sait que les ressources sont présentes en quantité limitée. Et donc, il arrivera un moment donné où il n'y aura plus assez d'uranium sur Terre pour pouvoir alimenter les centrales nucléaires. C'est la raison pour laquelle on s'intéresse énormément à la fusion nucléaire, parce que la fusion nucléaire ne présente pas ses désavantages. En effet, dans le cas de la fusion nucléaire, le combustible, il est présent de manière quasiment illimitée sur Terre, puisque tu vois que c'est l'hydrogène qu'on va utiliser, et la problématique des déchets produits par la fusion nucléaire est bien moins importante que dans le cas de la fission. Il faut en outre savoir que la fusion, en théorie, produit plus d'énergie que la fission. Alors ça, on peut le voir sur la courbe d'Aston, puisque tu vois que du côté de la fusion sur le schéma, donc du côté des atomes d'hydrogène, eh bien la courbe est bien plus pentue que du côté de la fission. Et donc ça veut dire que le saut énergétique qu'on peut envisager est bien plus important, et donc en théorie, on peut obtenir plus d'énergie. Maintenant, le souci, c'est que cette fusion, elle n'est pas encore maîtrisée, qu'actuellement, elle n'est pas du tout rentable d'un point de vue énergétique, puisque pour arriver à fusionner des noyaux pour l'instant sur Terre, on a besoin d'investir plus d'énergie que l'énergie qu'on réussit à produire. Alors la raison, elle est multiple. La première, comme je l'ai dit, pour arriver à réaliser une fusion nucléaire, il faut des températures extrêmement élevées, qui sont de l'ordre de plusieurs millions de degrés. Donc ça demande une énergie considérable pour arriver à cela. L'autre problématique, c'est que, imaginons qu'on arrive à chauffer de l'hydrogène à des températures très élevées, pendant un temps suffisamment long pour produire la fusion nucléaire, eh bien cet hydrogène doit être isolé du restant du monde. Il ne peut pas être en contact avec des parois du réacteur, parce que si c'était le cas, eh bien ces parois fondraient immédiatement. Et donc ça veut dire qu'on doit isoler l'hydrogène des parois en utilisant des champs magnétiques, et donc ça nécessite là aussi beaucoup d'énergie. Et donc actuellement la fusion, même si on est capable de la tester en laboratoire, elle est extrêmement compliquée à mettre en œuvre. Ceci étant dit, on considère vraiment que c'est un domaine d'avenir d'un point de vue énergétique. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de projets de recherche à travers le monde actuellement. Il y a notamment un projet très connu en France qui est le projet ITER, dans lequel des physiciens, des ingénieurs du monde entier travaillent sur la fusion nucléaire dans l'espoir d'arriver à développer des réacteurs qui permettent la fusion nucléaire pour arriver à produire une énergie qui serait plus propre et quelque part illimitée. Mais donc l'avenir nous dira si l'être humain arrivera à maîtriser la fusion nucléaire. Voilà, je te remercie pour ton écoute. J'espère avoir été le plus clair possible. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à poser tes questions et n'hésite pas à revisionner la vidéo. Je te dis à bientôt.